Accord. Accord. Corps à corps. Et c'est notre corps à corps, nos trois copains, nos trois amis, Alexis Poulain, Nicolas Vidal et Didier Maisto. Rebonjour Didier Maisto, merci d'être là. Bonjour. Bonjour Alexis Poulain, je ne sais pas si vous êtes déjà avec nous, non, il se connecte à l'audio, je le vois. Nicolas Vidal, bonjour. Bonjour les amis, comment allez-vous? Ça va? Très heureuse de vous avoir avec nous, Nicolas. C'est vrai que Nicolas, il faut le savoir, les amis. En fait, je me prive un peu de Nicolas parce qu'il anime le vendredi, donc je suis pas souvent en direct avec lui. Et puis en plus, on a de moins en moins l'occasion de se voir parce qu'on travaille trop. mais, mais voilà, je suis contente de passer un peu de temps avec vous, Nicolas Vidal, je rappelle, Merci, fondateur de Clément. Push Media. Et nous avons Alexis Poulain, normalement, qui est ici, in the place. Bonjour Oui, Alexis bonjour. Poulain. Bonjour. Du monde moderne. Alors tous les trois, évidemment, l'actualité est chaude avec ce qui s'est passé autour de Donald Trump ce week-end. Et puis on avait aussi, d'ailleurs, c'était la nouvelle de Au Bon Tweet. Je crois que c'était quoi votre bonne nouvelle du week-end? Ah, moi, c'était la baignade d'Amélie Oudéa Ouais. Castéra. Ah oui, la Enfin, scène est propre. il y a absolument pas photo, quoi. Oui. C'était le truc le plus magique du week-end. On va revenir dessus évidemment, donc beaucoup d'actualités, mais à tous les trois, d'abord merci d'être avec nous, ça fait partie de nos bonnes nouvelles, on va dire, de dire que vous êtes là, vous êtes toujours d'abord des amis de Toxin, vous avez aussi vos médias à vous qui montent et qui continuent de faire parler d'eux. Je ne sais pas si tous les trois vous avez justement une bonne nouvelle à nous annoncer ou une bonne, on va dire une belle perspective, un beau paysage pour la suite. Nicolas Vidal. Moi, je vais être assez simple, chers amis. En tout cas, merci. Merci pour cette super première saison de Toxin. Moi, ce que je retiens une nouvelle fois cette année et ce qui doit nous remplir de joie, de bonheur et d'allégresse à tous, c'est l'incroyable succès de nos médias respectifs, c'est l'incroyable succès de Toxin, c'est le nombre croissant de Français citoyens qui s'intéressent à ça, qui réfléchissent, qui tous les matins, notamment sur la matinale, se connectent massivement. Et franchement, Clément, je dois vous le dire, j'ai écrit un livre à ce sujet, vous le savez. Oui. Je suis agréablement surpris par cette espèce de vague citoyenne de gens qui veulent comprendre ce qui se passe, qui veulent avoir des grilles de lecture différentes, qui veulent avoir des pensées différentes. Et je trouve que c'est la meilleure réponse qu'on peut faire à ce gouvernement de Zozo, de bras cassés, de branquignoles. Oui, on a parlé de la ministre Oudéa Castéra, la ministre de la Bourde Olympique, qui est allée tremper ses fesses dans la Seine. Tout ça est confondant. On va en Mais quand reparler. je Oui. vois le succès de nos médias, je trouve véritablement qu'il y a beaucoup d'espoir à avoir. Je sais que il y a beaucoup de gens qui sont défaitistes, il y a beaucoup de gens aussi qui sont très inquiets en se disant comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut faire. Déjà, regardez Toxin, allez, suivez-nous sur nos médias respectifs. Déjà, le fait de mobiliser du temps Push personnel Media, le le monde matin et le moderne. soir. Voilà, le monde moderne de l'ami Alexis, Didier, bien entendu Mesto, et tous les amis de cette galaxie de médias indépendants. Je trouve que franchement, ça c'est une bonne nouvelle. Et moi, je vais prendre un peu de vacances comme vous tous, parce que cette année a été extrêmement intense, mais c'est toujours beaucoup de plaisir. Et je pense que ça doit nous permettre de passer de quelques jours de vacances intéressantes et surtout d'avoir une certaine forme d'optimisme pour l'avenir, Oui. parce que ça veut dire que plus ils sont débiles, plus ils essaient de nous en mettre plein les dents, plus les gens finalement, plus ils agglomèrent en face d'eux des millions de gens qui commencent véritablement à se réveiller, et pour les autres qui vraiment ont structuré leur esprit pour pouvoir devenir des citoyens à part entière. Et ça, je dois vous le dire, chers amis, que ça me remplit de bonheur. Voilà pour ma bonne nouvelle de la matinée. chers amis. Merci beaucoup Nicolas. Et c'est vrai que le succès de nos médias indépendants contraste particulièrement avec ce qui se passe, on le voit avec notamment les chaînes de Bolloré, CNews, C8 qui se font littéralement allumer par l'Arcom. Je rappelle 80 000 euros de sanctions dernièrement dans la semaine passée. Et puis surtout cette inquiétude autour de la réattribution des chaînes. On ne sait pas encore si les chaînes de la TNT, on sait qu'il y en a une chaîne a priori qui va être privée de sa fréquence, et c'est potentiellement une des chaînes de la galaxie Bolloré. Et on voit bien ici, évidemment, là je me tourne vers vous Didier, qu'il y a un ciblage de certains médias, de certaines lignes. Et pour le moment, pour revenir sur nos médias à nous, indépendants, et bien pour le moment, ça nous permet, nous en tout cas, de montrer qu'on a aussi un certain intérêt à nous suivre, puisque nous ne sommes pas embêtés par l'Arcom. Didier Maisto. Absolument, mais vous savez, je voudrais moi demander de réfléchir à une bonne Oui. nouvelle, mais j'ai la même qu'au bon tweet en fait, parce que moi bon, j'ai pas voulu le dire, mais je me suis baigné avec notre ministre des Sports Ah bon? dans la Seine. Moi, j'avais mis cette espèce de sorte de burkini pour pas qu'on puisse m'identifier. Et je nageais dans la béatitude, un peu au milieu du caca, etc. Je trouve, et finalement, ça m'a éclairci les idées, vous voyez, par contraste.
C'est un peu, j'ai fait ma catharsis, un peu comme dans le Gange, ce fleuve sacré, Ouais, et c'est tout ça. m'est apparu dans sa clarté et sa limpidité. Et je me suis dit, franchement, depuis toutes ces années qu'on essaie d'informer autrement, on s'est planté parce que on a un grand président de la République. Je l'ai vu comme André Frossard découvrait Dieu dans une église. Hein, n'ayez pas peur. En fait, il a eu raison. Il a eu raison de couper les mains des gilets jaunes, de leur arracher les yeux. C'est factieux, c'est séditieux, c'est procureur, c'est gaulois réfractaire. Il a eu raison de creuser la dette jusqu'à 300 milliards et de planter l'économie. Il a eu raison de nommer des érotomanes comme Madame Schiappa qui est à nouveau dans Playboy, qui fait à nouveau Ah bon? recette Je dans n'ai pas Playboy. su ça. Ça Oui, lui- j'ai raté. Ouais, j'ai vraiment raté toutes les ça bonnes lui manquait, actualités, hein, la Didier. pornographie, c'est l'érotisme des autres, disait quelqu'un, ou Bruno Le Maire, mais Oscar, c'est quand même magnifique, Oscar Hectare, comme je l'appelle, le type qui nous raconte qu'il a sauvé l'économie française, que l'économie russe doit trembler et qui ne sait pas calculer un hectare. Mais en fait, tout ça, bien sûr, les politiques ont leurs petits travers, mais dans cette clarté, j'ai vu que nous avions un grand président de la République et surtout, j'ai vu qu'il était le fruit un peu des amours adultérines de François Hollande, finalement, hein, et que les socialistes retournent un petit peu au bercail et sont contents de cautionner ce qui s'est passé sous Hollande et Valls, cautionnent les 7 ans avec Emmanuel Macron et veulent re-signer un bail amphithéotique avec Emmanuel Macron. Moi, je dis tout ça, je pense qu'il n'y a plus besoin d'élections. La démocratie française, c'est une cooptation ratifiée par un vote. J'avais dit il y a 1 an ou 2 qu'un jour on ne voterait plus, que ce serait plus nécessaire. Je crois que nous y sommes. Hein. De toute façon, qu'on vote ou pas, ça ne sert à rien. J'ai entendu François Bayrou encore hier sur les ondes. Et je ne veux pas me moquer, mais il a dit que ça serait peut-être pour septembre ou octobre le prochain gouvernement de la. Eh ben donc il faut attendre. Ouais. Et nous allons bien sûr applaudir avec la main qu'il nous reste. Et voilà, donc moi je trouve que c'est quand même magnifique ce qui est en train de se passer, cette démocratie française. Vous m'inquiétez, Didier, vous m'inquiétez là. Vous êtes un petit peu baigné trop longtemps, à mon avis. Non, mais en vrai, on s'en fout parce que là, il y a les JO. Donc, de toute manière, avant la rentrée, à part les JO, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, effectivement, on n'a pas besoin de gouvernement dans l'absolu. Bah non, c'est surtout vrai, pour ce qu'ils font. Mais attendez, vous parlez tous d'Amélie. En plus, voilà, on aura des médailles. Oui, vous parlez tous d'Amélie Oudéa Castéra. Je vous propose qu'on la regarde quand même. Elle en a parlé. Elle a parlé de cette belle baignade douce. Douce baignade. La regarde. Fabuleux. Fabuleux, quel bonheur. C'est juste génial. Voilà, bonheur total. Promesse tenue, engagement tenu, pari tenu. On est avec Alexis en Quincan, notre champion de paratriathlon, il est là. C'était un pari, il s'était dit, voilà, si je deviens porte-drapeau, on nage dans la Seine ensemble. Ça y est, on l'a fait ce matin, c'est extraordinaire, c'est vraiment hyper émouvant. Elle est douce en plus, elle est bonne, 20 degrés. Voilà, elle est douce, elle est bonne. Alors, mais non. Alors moi, si je peux me permettre, j'ai quand même deux, trois remarques à faire là-dessus. La première, c'est que Didier, ce que tu disais pour le Gange, moi je me suis baigné dans le Gange et je te jure que je trouve ça moins crade que la Seine, vraiment. Et en plus, moi le Gange, c'était vraiment à l'embouchure à Dhaka, au Bangladesh. Et ben j'avais moins peur que de me baigner dans la Seine, quoi. Donc voilà. À côté de ça, quand même, là, j'aimerais m'adresser à Amélie, parce qu'Amélie, sans déconner, retire au moins ton bonnet, là. Elle ressemble à une espèce de pauvre spermatozoïde. Non, mais si ça avait été blanc, voilà. Et elle est toujours contente, elle est toujours ravie, machin. Elle vient de se baigner au milieu de la merde et des rats, mais elle est contente. Voilà, elle nous avait déjà fait le coup avec Jaja en disant que c'était absolument génial que Aya Nakamura chante pour les JO, etc. Elle nous a fredonné Jaja. Voilà, et en on fait, va l'écouter d'ailleurs sur Jaja. J'espère bien. Ouais. Allez, on l'écoute.
Jaja, Jaja. J'aime bien Jaja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien hyper, voilà. Il y a du rythme, il y a de la vitalité. Putain, stop. Ouais, mais c'est pas possible. Et voilà. Et alors, elle, en fait, j'ai l'impression qu'on nous la sort à chaque fois pour justifier les choix débiles du gouvernement. Donc, moi, j'attends avec impatience là qu'elle nous dise que c'est génial de payer 6 € le ticket de métro pour aller dans des stations où le métro s'arrête même pas d'ailleurs. Voilà, donc j'attends avec impatience la suite parce que je la trouve, en communicante du gouvernement, je la trouve parfaite. Ouais, Didier. Les amis, ce qu'il faut dire, c'est que quand même 1,4 milliard ont été dépensés pour que la scène soit un peu moins merdique. Et ça n'a pas trop marché. Blanchi, C'est-à-dire qu'il y a eu Didier. 2, Je crois 3 qu'on... jours d'affilée où les staphylocoques dorés étaient un peu moins présents. 1,4 milliard. Ouais. 400 millions d'euros. Dans un pays qui est plombé, durablement plombé, où il faudra 1000 ans pour rembourser la dette, où vous avez 11 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, dont 2 millions de travailleurs pauvres, chefs d'entreprise, etc., dont la moitié vit avec moins de 885 € par mois. Ça touche principalement des enfants, la pauvreté, et des femmes, 60%. Et vous avez les pouvoirs publics qui dépensent 1,4 milliard pour qu'il y ait un peu moins de caca dans la Seine, avec une ministre. Et comme je dis, oui, effectivement, on ne sait pas trop si c'est une espèce de spermatozoïde géant avec une tête de bécassine déguisée en burkini, mais on a atteint les limites du système. C'est quand même de la folie furieuse. Parce qu'au-delà de tout ça, évidemment, si l'humour est la forme la plus élaborée du désespoir, il vaut mieux en rire ou essayer d'en sourire, parce que sinon, Ouais. c'est un suicide collectif. On est sur le quoi. ton de l'humour d'ailleurs, hein, je le précise, si jamais Amélie Oudéa-Castéra voulait nous attaquer. Mais justement, c'est à ce sujet, il y avait normalement, à la base, c'était Macron et Hidalgo quand même qui devaient aller se baigner. Oui. Donc il paraît que Hidalgo doit le faire la semaine prochaine Oui, ou cette on semaine, attend je sais toujours. plus. Peut-être qu'elle attend Donc, de voir les effets sur Amélie. On va voir. Et normalement, ça aurait dû être le 23 juin. Et tu sais, il y avait un hashtag qui circulait sur Internet où tout le monde devait aller faire caca en amont vers le pont de Bercy ou je sais pas quoi. Et donc que j'ai évidemment relayé. On vous reconnaît bien, là. Et voilà. Et malheureusement, ça s'est pas fait. Et vraiment, je le déplore parce que là, pour le coup, ça aurait été une grosse rigolade. Allez, je me tourne quand même vers Alexis Poulain. Alexis Poulain, alors d'abord, peut-être une réaction sur Amélie Oudéa-Castéra si vous le voulez, et puis sur l'Arcom et cette bataille de la liberté d'expression qui montre aussi l'enjeu pour nous, médias indépendants. Ouais, je pense qu'Amélie Oudéa-Castéra, elle est là pour assurer le spectacle. Hein. On est dans la politique spectacle la plus naze. Et ça permet de changer de sujet et de rigoler de cette dame patronesse. Parce que la glissade, vous pensez que même la glissade, c'était prévu pour le spectacle ou vraiment elle est très forte? Ah non, c'est pas prévu. C'est juste que ce sont des gens qui se sont fait enlever la dignité, donc ils sont prêts à faire n'importe quoi devant les caméras à partir du moment où Macron leur demande, y compris se baigner dans la merde. Donc on a affaire à des gens qui n'ont vraiment aucune estime de soi et qui sont prêts à tout pour leur position de pouvoir. Donc je préfère pas parler de ces gens-là qui sont là vraiment pour agiter des chiffons rouges, des faux drapeaux ou nous amuser. Voilà, globalement, ça sert à ça. Ça a marché, ça, en tout cas. Oui. Il faut voir d'ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure dans la revue de presse, il y a une photo où Gabriel Attal est hilar avec Bruno Le Maire sur l'estrade du 14 juillet. Donc ils sont là pour passer du bon temps et nous faire passer soit des sales quarts d'heure, soit du bon temps quand on peut se moquer d'eux. Pour l'Arcom, c'est un vrai sujet, sujet de fond, parce que ça montre le verrouillage en fait du paysage médiatique en France. Et nous, autant que nous sommes ce matin ici, on essaye de faire sauter ce verrouillage avec nos médias alternatifs et indépendants. On voit bien la difficulté qu'on a. On est tenu par des plateformes qui sont elles-mêmes tenues par des lois européennes de plus en plus intrusives de censure. D'ailleurs, Elon Musk prépare un bras de fer avec Thierry Breton à ce sujet. J'espère qu'il gagnera. Et si ce n'est pas les plateformes qui décident de nous invisibiliser, eh bien, ce sont les moyens financiers qui font qu'on ne peut pas continuer au-delà de quelques saisons. Alors nous, on réussit et on tient à remercier tous les auditeurs et tous ceux qui nous suivent respectivement. Et quand vous avez un paysage médiatique qui est verrouillé par des milliardaires qui investissent dans des médias comme des danseuses simplement pour faire partie de la guerre cognitive et gagner du temps de cerveau disponible, vous n'avez pas des médias en fait, c'est ça. Et je crois qu'il y a l'enquête de Mediapart qui est sortie récemment qui n'apprend rien mais qui confirme en fait que une journaliste entre guillemets comme Ruth Elkrief n'est qu'une propagandiste. Je rappelle, on voit le lien et la défense notamment de Nicolas Sarkozy. Voilà.
Exactement, mais qui fera la même chose pour Emmanuel Macron, pour Bruno Le Maire, etc. Enfin, vous avez quand même des sommets de gênance quand vous avez Apolline de Malherbe qui interviewe son cousin Gabriel Attal sur le plateau de BFM, mais tout ça est normal. Léa Salamé, qui est la compagne de Raphaël Glucksmann et qui est systématiquement à l'antenne du service public. Enfin, on a vraiment un grave problème de fond, hein, qui est un problème médiatique. C'est le problème numéro 1. Et l'ARCOM, qui devrait jouer si les c'était arbitres, sérieux, oui. encourager les initiatives, les médias indépendants. En fait, elle a pour donner quelques droits à de nouveaux milliardaires, notamment Daniel Kretinsky qui souhaite ouvrir sa télé, mais Xavier Niel aussi qui cherche à ouvrir sa télé depuis longtemps. Oui. Donc c'est un jeu duquel on est exclu. Il y a juste le média, il faut en parler, le média TV qui va demander une fréquence et on va voir ce qui va se passer. Le média qui déjà essaye de faire une diffusion sur toute la journée de multiples émissions, donc pourquoi pas. Mais on voit bien que c'est un jeu dont nous sommes exclus, dont les journalistes citoyens sont exclus et dont les citoyens aussi sont exclus. Et au final, on va avoir la grande question, c'est est-ce que CNews, est-ce que Bolloré va sauver la fréquence de CNews ou non, ou est-ce que Macron veut sa peau? Et il n'y a rien qui est réjouissant en fait, et Didier le sait bien, puisque lui, il a eu affaire à ces instances d'État qui sont en fait des garants d'un jeu faussé où il n'y a pas de nouveaux entrants et où si vous, même avec toute la meilleure intention du monde, vous arrivez avec un projet, vous ne gagnerez pas. Voilà, Oui, mais alors, vous dites les médias, a priori, qui pourraient au moins susciter un petit peu d'espoir, mais s'ils sont validés, c'est bien qu'ils servent d'une certaine façon le système aussi, ou pas? Ou est-ce qu'il peut y avoir des intrusions inattendues? Je ne sais pas. Non, il peut y avoir des intrusions. Après, de toute façon, on est nous aussi dans le système. On est sur les plateformes. On n'a pas le choix, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, on a besoin de ce système pour l'audience, pour avoir un moyen un canal de diffusion. Sachant que ce canal, comme je le disais, il est extrêmement faiblard, puisque les algorithmes, les choix... Enfin, moi, j'ai un procès avec Twitch qui s'ouvre. J'en parlerai à la rentrée. Twitch, c'est Amazon Web Services. On ne va pas les laisser comme ça. Notre chaîne a été censurée sur la base d'environ une 50aine de signalements bidons de Fermatrol en fait. Et ils ont simplement censuré la chaîne. Vous avez TikTok qui fait à peu près la même chose. Enfin, toutes ces plateformes ne sont pas des garantes de la liberté d'expression, loin de là. Donc on est coincé aussi par ce système. Et c'est très difficile d'en sortir parce que pour avoir l'audience, alors si vous n'êtes pas dedans, c'est encore plus compliqué d'aller toucher des nouveaux publics, d'expliquer ce que vous faites et puis d'informer, de réinformer comme on essaye de le faire. Donc il y a un vrai travail de fond et c'est pour ça qu'on travaille ensemble, nous tous, Nicolas, Didier, Clémence, au Bon Tweet, enfin on se connaît tous et on a tous des émissions en commun. On complote ensemble en fait, faut le savoir. On complote ensemble. hors antenne. Et hors antenne également, mais parce qu'on en a besoin, parce que c'est comme ça que va se construire une sphère média indépendante. Et après, peut-être qu'on aura évidemment suffisamment d'audience pour quitter les plateformes et avoir notre propre plateforme. Mais ça me paraît compliqué à l'heure actuelle. Donc, ce qui joue à l'ARCOM, en fait, est simplement une sanction de la Cour, du Palais, vis-à-vis de tel ou tel oligarque, ou bien la montée en cours d'un oligarque par rapport à son nouveau média qu'il aura le droit d'avoir. Il n'y a rien à attendre en fait de ces chaînes-là. Enfin, vous voyez bien que ça tourne en rond. Moi, je commande ça tous les matins. Ça va que c'est drôle parce qu'on atteint des sommets de ridicule avec des faux experts en plateau, avec des hystériques aussi en plateau qui ne savent plus quoi dire. Enfin, Raphaël Enthoven, omniprésent pour cracher sa haine. Sa femme qui est Adèle Van Riet, qui a liquidé tous les humoristes de France Inter pour ne garder que Sophie Aram, la moins drôle du lot. BHL, oui, mais qui a un vrai pouvoir, BHL. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que aujourd'hui, BHL, c'est encore quelqu'un qui a un pouvoir incroyable sur Saint-Germain, surtout Saint-Germain. Et Saint-Germain, c'est le pouvoir. Donc, c'est qui dans l'édition, qui va être écouté par les hommes de pouvoir, qui va suivre les recommandations. Mais comment vous expliquez ça, par exemple, le pouvoir de BHL? Alors, allez-y, Didier. Un petit peu sur ce que dit Alexis. C'est vrai que, vous voyez, bon, nous, on fait un travail, on commence à déjà émerger, on a pas mal de gens qui nous suivent, c'est très bien. Mais c'est vrai que les lieux du pouvoir, BHL, c'est l'archétype, à Saint-Germain-des-Prés, BHL, il règne encore sur l'édition. Il règne dans les coulisses de la politique et dans les médias. C'est-à-dire que c'est encore lui qui décide qui a droit de citer, qui peut parler, ne pas parler,
il faut bien voir tout ça. Ça, c'est très puissant. Deuxièmement, cette histoire de BFM que vous évoquez et de l'Arcom, comme vous savez, j'en parle depuis 12 ans d'ailleurs, je suis toujours en procès. Et maintenant, la vérité prend l'escalier avec cette affaire de Routel-Krief et compagnie. Mais je l'avais dit dans 4 bouquins, notamment, que BFM n'était que la volonté de l'extension du cerveau de Nicolas Sarkozy et qu'elle était complètement inféodée à Nicolas Sarkozy et qu'aujourd'hui, elle est complètement inféodée à Emmanuel Macron depuis 7 ans. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'Arcom, même si c'est devenu, soi-disant, une autorité administrative indépendante, comme les démocraties populaires, chaque fois il faut le justifier, on voit bien que ce n'est pas le cas. Et donc, l'Arcom n'est qu'une extension de l'État. Ce n'est rien d'autre qu'un bout d'État. Et toutes les décisions structurantes en matière d'audiovisuel se prennent à l'Élysée, et uniquement à l'Élysée. J'ai démontré par A plus B, etc. Évidemment, que ce soit France Télévisions ou la radio publique ou la distribution des chaînes ou le retrait des autorisations, c'est pas le pauvre président de l'Arcom, Roch-Olivier Mess, ou ces quelques conseillers qui sont là par la grâce du prince et qui, ma foi, avec un très haut salaire, on leur permet de faire leur traversée du désert ou d'avoir leur bâton de maréchal. C'est pas eux qui prennent les décisions, ça se prend à l'Élysée. Et donc, il faut bien comprendre que le monde médiatique mainstream fait partie intégrante d'une stratégie de l'exécutif. C'est l'organisation, c'est l'organe de com de l'exécutif. Et effectivement, alors moi j'ai choisi d'aller dans les chaînes de Bolloré pour porter la contradiction, pour me battre, parce que ce que je dis ici, je le dis exactement de la même façon sur CNews. Moi, quand j'ai vu cette commission d'enquête, et je regrette qu'LFI se soit prêté au jeu, cette commission d'enquête, il faut retirer avec force moulinée les chaînes à Bolloré, etc. Ça, c'est l'arme des faibles. Quand on ne sait pas lutter contre, et quand on n'a pas d'argument, on dit il n'a pas le droit de parler, c'est du totalitarisme. Quand on veut parler, quand on a des convictions, une colonne vertébrale, on dit la même chose partout. Donc moi, je suis favorable au pluralisme et je me battrai pour défendre des chaînes et des idées et des personnes qui n'ont pas le même avis que moi pour pouvoir continuer à débattre. Parce que quand on est dans ce système et cette logique, on ne se rend pas compte qu'un jour, la censure vient nous frapper. Si on défend la censure pour le gauche, un jour, quand on perd la main, elle s'exprime contre nous. Alors, c'est l'histoire de Guillaume Meurice. Pour rebondir sur ce que dit Didier, moi je vais me permettre une petite anecdote. Fut un temps, j'avais une amoureuse qui était dans une chaîne très mainstream et qui me racontait... C'est beaucoup de traits, quand même. Très extrêmement mainstream. Et qui me racontait avoir surpris dans l'ascenseur des conversations entre journalistes politiques, parce qu'elle n'était pas au service politique, qui étaient parfaitement conscients, qui racontaient exactement de la merde. Voilà, et donc je suis d'accord que tout ça est une espèce de vaste organisation qui est en général dirigée de très haut, et l'Arcom ne sert qu'à taper sur tout ce qui sort un petit peu de ce discours, vous savez, comme le jeu pour enfants, là où on doit taper avec un marteau sur les têtes qui surgissent, voilà. Et c'est exactement ça, quoi. Et donc, et les gens ne s'en rendent pas compte. Bon, alors on veut des indices sur la chaîne. Ah non, je peux quelle pas. Quelle couleur de logo quelle lettre? Il n'a pas le droit de dire que c'était la fin. Il y a du bleu dedans, voilà, c'est tout. Mais Clémence, là-dessus, je peux rajouter quelque chose, notamment. Vidal. Je pense que les gens aujourd'hui qui crient au scandale, notamment chez nos copains de Bolloré, ils auraient dû venir à un moment donné gueuler, désolé pour l'expression, quand la chaîne RT a été fermée. Oui. Parce que c'était le début, et je pense que, Alexis, on a bossé ensemble sur cette chaîne, Didier était aussi présent. Je veux dire, on n'a pas entendu beaucoup nos confrères parisiens et nos confrères tout court s'émouvoir que la chaîne RT a été fermée en moins de 48 heures par Ursula von der Textolegen. Et ces gens maintenant viennent nous faire la leçon, et pour être beaucoup plus... on va prendre un zoom un peu plus. Effectivement, ça fait très peur, parce qu'on se
se rend compte que les médias mainstream, maintenant, aujourd'hui, essayent en fait de cadenasser une opinion et un narratif qui aujourd'hui ne prend plus chez bien des gens. J'en ai fait la démonstration tout à l'heure en préambule de cet entretien là-dessus. Donc ce qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte qu'on essaye par tous les moyens de colmater les brèches d'une liberté d'expression, d'une liberté d'informer aussi, parce que c'est ça la question qui se pose en creux, c'est la liberté d'informer, la capacité de médias indépendants à informer autrement et de sortir du narratif et de proposer des voix discordantes, c'est-à-dire d'inviter des gens, vous le savez Clémence et nous tous, que inviter des voix discordantes, ça nous a coûté cher et aussi c'est du travail d'aller chercher des gens qu'on n'entend pas ailleurs, bien entendu. Et dernier point, aussi quand vous arrivez à un tel niveau de propagande et de débilité, parce que moi je suis aussi de temps en temps, je prends des morceaux, des tranches dans la journée pour regarder sa chaîne info et peu importe, mais c'est d'une banalité confondante, c'est absolument dingue de pouvoir avoir des émissions pareilles qui se succèdent de 6h du matin jusqu'à tard le soir, où on n'entend rien du tout, si ce n'est du petit bavardage politique qui n'intéresse absolument personne, si ce n'est 113 journalistes parisiens, et la réalité aussi c'est que finalement on dénie le fait de débattre parce qu'il y a ça fait partie de la caste aussi, s'est effondrée intellectuellement, donc elle n'a plus les moyens intellectuels de débattre et de se confronter idée avec idée. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous éteignez les lumières et vous faites de la propagande et surtout, vous refusez aux autres de s'exprimer en les traitant de complotistes. Donc, c'est un vrai recul pour moi d'une certaine forme d'intelligence d'une partie de cette caste-là. On en connaît pas mal de gens et on se rend compte que ça devient de plus en plus compliqué. Mais une nouvelle fois, je terminerai par une note positive parce que je trouve qu'il est bon de terminer par une note positive. Les gens qui nous regardent ce matin et qui sont abonnés au Tuxin et à toutes nos chaînes ne sont pas naïfs et maintenant ils me le disent tous et je suis sûr qu'ils vous le disent en permanence. Nous avons éteint les télés et nous ne vous regardons que vous et nous savons quand sont vos émissions, qu'elles soient le matin, le soir en replay. Donc moi je suis très content de ça parce que je continue à penser que ça, à force, l'information indépendante et la citoyenneté finira par l'emporter, mes chers amis. Voilà. C'est l'histoire du fait majoritaire, si vous voulez. Pour le moment, on a l'impression d'être en minorité, d'être moins nombreux, d'être moins entendus. C'est sûr qu'on n'est pas servi par les grands effets de masse des grands médias. Mais malgré tout, petit à petit, en fait, à force de progresser nous-mêmes, et c'est pour ça que pour le moment, il est intéressant qu'il y ait plein de plateformes. Et souvent, les gens qui m'ont dit quand j'ai quitté Radio Courtoisie, il y a encore une plateforme. Mais non, en fait, pour le moment, il faut prendre la place, comme on dit. Et après, on le fait déjà, nous, mais on va le faire de mieux en mieux, c'est réunir, travailler ensemble. Pour que ce que nous disons, et d'ailleurs on n'a pas exactement les mêmes lignes chacun, finalement finisse par être le fait majoritaire. Et là, vous savez comment c'est, l'esprit des foules. Une fois qu'on est majoritaire, eh bien, il va y avoir un suivi sur aussi notre façon de penser. Oui, Didier Maïs. Je fais un petit focus sur ce que vient de dire Nicolas. Moi aussi, je me force de temps en temps à regarder les chaînes mainstream parce qu'il faut savoir, il faut bien connaître nos ennemis pour en parler et connaître le théâtre d'opération et ce qu'ils racontent. Et il faut toujours penser comme eux. C'est pour ça que de temps en temps, j'achète aussi Le Monde. Je suis jamais déçu ou Libéa. Je mets mon écho, je verse mon écho à cette grande cause nationale. Bravo Didier, quel courage. J'ai tenu quand même. Tu fais pour nous alors. 30 minutes, j'ai vu le défilé du 14 juillet sur TF1, commenté par Pierre Servant. Mais c'est extraordinaire. Alors vous avez Anne-Claire Coudray qui a visiblement une difficulté d'élocution très, très gutturale quand elle parle, et Gilles Boulot qui lui est plus rond, plus doux, et qui vient de tendre la perche tous les deux à Pierre Servant, qui vient nous délivrer sa petite propagande. Non mais hier, je me dis, mais c'est paroxystique. Vous avez le pire, je sais pas si un défilé minable. Le pire, c'est que... Il y a Alexis Poulain qui veut réagir, Alexis. Mais juste pour finir là-dessus, un défilé minable, d'accord ? Des gens qui jouent une espèce de truc jazzy, dit Anne-Claire Coudray, complètement ridicule, des pauvres militaires qui sont là à tourner en rond devant un gouvernement qui n'est plus légitime, qui n'est plus élu, et des gens qui commentent ces gens qui ne sont plus légitimes, qui ne sont plus élus, alors que tout est planté, que Macron n'a plus de pouvoir et qu'on a un défilé minable, et ils disent c'est fantastique, c'est magnifique, vive la France, vive Marianne. Mais là, vous vous pincez, quoi. Vous vous dites, on n'est pas dans la même histoire, on est dans une réalité parallèle.
Et pas dans la même image. Oui, Alexis. On est dans une réalité parallèle. D'ailleurs, il y avait, suite au défilé, une petite vidéo de propagande du GIGN à Fort Boyard. Donc c'était le GIGN qui prend d'assaut Fort Boyard pour libérer 2 otages. Donc filmé avec les vraies équipes du GIGN, des hélicoptères, des plongeurs, enfin tous les moyens déployés. Il manquait qu'un sous-marin nucléaire quasiment. Et voilà, et c'est incroyable de regarder ça et on se dit, bah oui, parce qu'il y a les gamins qui vont regarder le défilé, puis après on va leur faire un petit peu de propagande sur nos services, c'est incroyable ce qu'ils font, quoi. Donc oui, c'est le pire, je crois, le sommet de ce monde 1984, c'est les JT de 20h. Ils sont incroyables, les JT de 20h. Il y a peut-être une minute, même pas 30 secondes, où il y a une vraie information. Tout le reste, c'est du commentaire sur le climat, sur le temps, sur ce qu'a fait le président, notre génial président, un peu de propagande, et c'est travail famille patrie, quoi. C'est martelé, quoi. Il y a un truc qui est assez génial pour rebondir sur ce que tu dis, Alexis, et ce que disait Nicolas tout à l'heure, c'est qu'en fait, ces gens-là, dès que tu les sors de cette espèce d'univers confortable du mainstream, ils sont perdus. Je conseille à tout le monde de retrouver l'interview de Prisca Thévenot par Tom Benoît qui lui demande qui achète la dette française. C'est un moment magique et que tu verras jamais sur TF1, BFM, LCI, etc. etc. Et que tu ne trouves que sur Tocsin. Et ils viennent pas d'ailleurs. Il y a une vraie peur de ces vraies questions parce qu'en fait, ils savent que quand ils vont être reçus par Oussel Krief, il n'y aura pas de vraies questions. Tout ça est scripté. Bien sûr. Une pièce mais de c'est théâtre, ça. Souvent, je me dis, si jamais il y avait un Alexis Poulain, il y avait un Nicolas Vidal, un Didier Maistre en face, qu'est-ce qu'on s'amuserait. Mais en fait, ils ne viendraient pas s'il y avait un Alexis Poulain en face. C'est ça qui est embêtant, en fait. C'est qu'on jamais on aura l'occasion de leur parler. Mais si, vous savez, les plus anciens... ça viendra. Alors, attendez, l'occasion de leur parler. Alexis Poulain, oui. Moi, je pense que ça viendra. Il y aura de toute façon un retournement. Un retournement. Regardez ce nouveau vol électoral. C'est encore un crachat à la face du peuple français. Et je veux bien qu'il soit gentil, le peuple français, docile, tout ce que vous voulez, mais à un moment, ça se paye. Oui. Attendez, en parlant de défilé, avant de vous donner la parole, Didier Maistoy, on a vu un autre défilé, pareil, celui-là on en entend moins parler sur TF1 et ailleurs, c'est le défilé des blindés qataris. Je vous propose de le regarder avant qu'on en parle. On les voit, voilà. C'est énorme en plus, voilà, on va couper la sirène des blindés. Alors il se trouve que il y a une autre vidéo qu'on peut pas passer, mais on voit, on voit la présentation en fait de tous ces policiers qataris qui donc étaient appelés. Je vous rappelle qu'il y a une quarantaine de pays qui doivent participer à la sécurité des JO. Eh bien, eux, ils ont quand même été appelés à honorer, à représenter l'Oumma arabe et islamique. Je le précise, c'était dans le discours qui leur a été fait par j'imagine leur chef ou leur représentant à leur arrivée à Paris. Voilà un peu ce qu'on a pu entendre. Ça me choque pas parce que tu as, je crois, 80% du 8e arrondissement qui appartient aux Qataris. Donc, qui viennent sécuriser leur arrondissement. Moi, ça me choque pas plus que ça. En fait. Voilà, mais bon, ça fait partie du défilé caché. C'était lui le vrai défilé. Et comme c'est eux qui vont en plus à payer le billet à 10 000 balles pour être au premier rang, etc. Enfin voilà. Oui. Non, mais c'est vrai, ils ont payé leur place. Confiance, je pense, en Macron et Darmanin pour assurer leur sécurité. Bon, ils amènent leur sécurité privée. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est choquant? Ça, on peut comprendre. Finalement, ils sont venus avec leur propre sécurité. Au moins, ils sont tranquilles. Ils devaient loger d'ailleurs aux Invalides. Mais bon, finalement, je crois que ça s'est pas fait. Mais bon, ils sont aux premières places. Oui, allez-y, Didier. On est vraiment de ce que vous dites là. On est au cœur, en fait, du projet macroniste. C'est-à-dire, quand il parle de la Startup Nation, de la France comme une entreprise, il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas d'entité France qui soit plus qu'une entreprise. Et en l'espèce, l'entreprise France, quand on regarde nous comment elle est gérée, dans la vraie vie, on serait tous au pénal et avec 1000 ans de prison. Bon, mais si vous voulez, à force de privatiser comme ça des lieux, des événements, des quartiers entiers, on perd notre souveraineté. Effectivement, 80% du 8e que je connais bien pour y avoir travaillé pendant 25 ans, moi je l'ai vu évoluer petit à petit. C'est des pans entiers. Aujourd'hui, vous n'avez plus que tous les hôtels particuliers,
tous les lieux un peu mythiques, mais aussi les lieux culturels, mais aussi les équipes de foot. Je laisse tout le monde regarder ce qui est en train de se passer. Ça, c'est le premier point. Sur les médias, et les plus anciens s'en souviennent sans doute. Les autres, je les invite à aller regarder sur le site de l'INA, qui est assez bien fait. Les JT, c'est plus rien. Les JT des années 80, ils étaient éditorialisés. Oui. On était d'accord, pas d'accord. Il y avait de la politique internationale. Aujourd'hui, c'est les chiens écrasés et effectivement un défilé de mode. Oui, puis il y avait des choix journalistiques qui étaient faits, c'est clair. Hein. C'était pas l'AFP qui bâtonnait pour tout le monde. Là, aujourd'hui, quelle info vous tournez le bouton, vous fermez votre télé, au bout de 35-40 minutes, qu'est-ce que vous avez appris? À part le chassé-croisé des juilletistes et des Haussiens, même pas le climat, mais effectivement la météo. Oh là là, il y a une inondation. Oh là là, là il fait chaud. Oh là là, il fait froid. Zelensky, quand on vous parle de politique internationale, on vous montre Zelensky acclamé dans tel ou tel parlement. Vous n'avez aucune clé de compréhension. Oui. Vous n'avez aucune, je dis même pas prendre parti ou quoi, une analyse. Je dis même pas. Mais dès que il s'est passé ça, voilà ce qui se passe dans le monde. Là, vous avez les chiens écrasés, ad vitam aeternam, et un petit peu de promotion du gouvernement. C'est quand même hallucinant. Dans un pays comme la France, on est en train d'arriver là. Au bon tweet. Je confirme, c'est dès que tu sors du milieu complotiste, personne n'a jamais entendu parler de Klaus Schwab, par exemple. Et pourtant, il est un peu important dans ce qui est en train de se passer en ce moment. J'aime bien le dès que tu sors du milieu complotiste. Oui, enfin, le milieu dans lequel on se parle. Oui. Voilà. Nicolas Vidal, alors, on revient sur les bonnes nouvelles, mais c'est vrai que pour revenir, d'ailleurs, vous parliez du climat tout à l'heure, Didier Maisto, le climat aussi a été sanctionné, hein, le fait de dénier le fait qu'il y ait un réchauffement climatique qui soit lié à l'homme, je précise tout jusqu'au bout, a fait partie des sanctions de l'ARCOM. Hein. Donc on est là, on est quand même vraiment dans ce qui se passe, dans une espèce de machine à broyer d'une position, on a le droit de discuter, d'échanger, de débattre. Et bien là, c'est le débat qui était annulé en fait. Ben oui, c'est terrible pour nous. On le sait en programmation notamment. Sur Toxin, on a reçu Girondo et d'autres. Oui. C'est très compliqué parce que dès qu'on s'apprête à recevoir des gens qui ont un avis différent sur le climat, je pense à Girondo, mais il y en a quelques autres encore, on tombe sous les fourches codines de la doxa qui finalement nous cloue au pilori de la presse complotiste. Avant, il y avait effectivement, on était un peu hors des cadres. Aujourd'hui, il y a cette véritable police de la pensée qui s'est mise en place depuis plusieurs mois et depuis plusieurs années. Et c'est le climat. Il y a eu le Covid, il y a eu tout ça, et c'est de plus en plus compliqué. Il faut quand même que nos téléspectateurs qui nous suivent se rendent compte que programmer aujourd'hui sur une matinale comme ça, c'est extrêmement intéressant, et surtout que c'est prenant, puisque nous allons chercher, Clémence, des gens qui sont vraiment sur des sujets, ce qu'on appelle en mauvais anglais globish touchy, mais c'est aussi passionnant de pouvoir les mettre. Et c'est toujours le problème, c'est-à-dire qu'on nous refuse, aux citoyens français qui veulent réfléchir, qui sont éveillés, Clémence, on nous refuse d'apporter des voix discordantes. Donc c'est toujours finalement l'accusation ultime du complotisme, de faire le jeu de on sait qui, et c'est terrible finalement. Mais nous, cette immense chance aussi d'avoir été peut-être, chère Clémence, formés dans un autre moule que les écoles de journalisme, avoir été formés, outre consistant de notre bois finalement, peut-être avec une nuque plus raide, qui nous permet d'avoir les reins assez solides, et peut-être la conviction qu'il faut recevoir ces gens-là, il faut avoir d'autres chroniqueurs, il faut avoir d'autres voix. Et je continue à le dire, et on en avait parlé, Clémence, si les médias mainstream ne serait-ce qu'à louer une heure par jour, mais une heure par semaine, n'exagérons pas, une heure par semaine, à des émissions comme Toxin, les mecs, ils pèteraient les scores. C'est très clair. Tout à l'heure, on parlait de Tom Benoît. Pourtant, Tom, qu'on connaît bien, qui vient sur Toxin et tout, il est sur une chaîne assez mainstream, et on regarde les millions de vues qu'il fait, Tom, quand il se prend en tranche Bruno Le Maire ou Prisca-Thévenot. Peut-être pas pour longtemps d'ailleurs, on va voir combien de temps il dure. Hein. Voilà. Enfin, je lui souhaite longue vie. Pour finir là-dessus, c'est qu'en plus, je n'arrête pas de penser que finalement, s'ils avaient finalement une idée, une volonté de péter les audiences, ils se prendraient une petite heure par semaine avec 2-3 complotistes, ou du moins, j'exagère quand j'emploie le terme complotiste, mais littéralement, les chaînes mainstream auraient beaucoup à gagner, mais on connaît ça par cœur. Mais non, mais pas forcément.
Non, mais regardez, Nicolas, regardez ce qui se passe aujourd'hui avec la chaîne Bolloré. Alors, on sait qu'elle a une ligne éditoriale très forte, très engagée, on va dire. Mais aujourd'hui, eux-mêmes se limitent dans ce qu'ils veulent dire parce qu'ils savent très bien qu'ils vont perdre leur fréquence. Ils ne veulent pas. Donc, ils se sont. Moi, je suis tout à fait au courant de ce qui se passe en interne. Aujourd'hui, c'est surtout pas un mot au-dessus de l'autre, vraiment. Donc, et ça pose la question là-dessus, Clément, je finis là-dessus pour être très rapide. Ça pose la question finalement du rôle de la presse, de la position de la presse, de son pilier qui devrait être à un moment donné le pilier fort de la démocratie pour que les gens aient cette vision pluraliste, avoir toutes ces voix-là. Et à partir du moment où vous traitez de complotistes une partie de la population, de chroniqueurs et des médias indépendants comme les nôtres, eh bien effectivement, il reste peu de place pour rien, si ce n'est que, une nouvelle fois, c'est pour ça que nos audiences montent en flèche, tous nos médias, nos audiences montent en flèche, et notre monde médiatique souterrain est d'une puissance phénoménale. Et moi, je voulais me réjouir de ça ce matin, en tout cas, et vous le dire avant les vacances. Merci beaucoup, Nicolas Vidal, et très bonnes vacances. On vous retrouve évidemment sur Toxin et sur Putsch Média l'année prochaine, et avec grand plaisir. Profitez bien de vos vacances. Un dernier mot à chacun. Je ne sais pas si Alexis Poulain voulait ajouter quelque chose pour finir. Non, je crois que Nicolas a tout dit. On est en train de travailler pour préparer justement une pluralité médiatique qui manque cruellement à ce pays et qui fait qu'on arrive avec le mensonge érigé en vérité systématiquement. Donc heureusement qu'on peut le faire et voilà, moi je continuerai la revue de presse pendant les vacances. Alors racontez-nous déjà quel est le programme d'aujourd'hui et puis en effet quel est votre programme pendant les vacances. Vous serez là, en tout cas vous êtes présent. Je serai là aujourd'hui, mais on va revenir à Pierre Moscovici qui est sorti de la séance du Comte de Monte Cristo et qui sort un rapport ce matin pour dire faut faire quelque chose pour la dette, va falloir faire beaucoup et qui va lancer le narratif bien sûr sur la transition climatique. On va parler bien sûr des suites de l'attentat sur Donald Trump. J'ai fait une spéciale hier qui a cartonné puisque voilà, là encore, c'est toutes ces pudeurs de gazelle pour nommer un chat sur une tentative d'assassinat, c'était assez drôle. Et puis on va parler, de politique politicienne parce que c'est drôle sur les atermoiements du nouveau Front populaire incapable de choisir Huguette Bello ou qui d'autre. Voilà. Alors qui sera le candidat pour ne rien faire puisque une motion de censure va tomber immédiatement et puis ensuite ça c'est la politique spectacle. Les marchés et le FMI vont nous tomber dessus. Donc oui, non mais c'est génial. Alors ça occupe des gens qui sont d'ailleurs payés par nos impôts. C'est assez chouette. Donc voilà, ça c'est le programme tout à l'heure à 9h30. Et puis après, je continuerai de regarder ça tout l'été. Puis je prépare ce procès contre Twitch là qui est engagé. Ça, vous allez tout nous raconter évidemment aussi. Je raconterai tout. Il faut que je sois briefé par mes avocats. Ouais. Mais il y a des grands moments qui sont à venir dans la guérilla qu'on va lancer contre ces censeurs, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et puis après, je pense qu'il faudra qu'on ait une initiative commune à la rentrée contre les lois de censure européennes. Pour bien montrer que ça ne peut pas se passer comme ça. Voilà. Et on est évidemment tout à fait de tout cœur avec vous, Alexis Poulain, qu'on retrouve donc à 9h30 sur Le Monde Moderne, mais vous les connaissez tous, les Bajned, je les vois dans les chats, ils sont très nombreux, ils sont là, ils sont prêts, ils sont chauds. Moi, je un café, exactement, je suis chauffeuse de salle, moi, en fait. Donc, je chauffe la salle d'Alexis, puis après, il arrive à la salle et la pièce est chaude. Ouais, en tout cas, à tout à l'heure, Alexis Poulain, 9h30, et nous, on continue. Didier Baïsto, je ne sais pas si vous aviez un dernier mot à ajouter. Oui, très rapidement. Vous savez, j'ai fait l'interview la semaine dernière de Sarah Knafour. On aime, on n'aime pas, c'est pas le débat. Mais elle a dit quelque chose qui m'a frappé. Elle a dit c'est pas la peine d'aller s'excuser. On plaira jamais à Apathy ou à France Inter. Vrai. Et vous voyez, c'est moi. Enfin, j'ai été un peu des deux côtés, si vous voulez, dans le monde mainstream, puisque j'ai dirigé des médias dans le monde mainstream. Mais même dans le monde mainstream, j'étais un combattant et je m'opposais à la doxa. Et ce que vous avez rappelé à propos du groupe Bolloré qui commence à mettre de l'eau dans son vin, quand vous faites ça... Et qu'il n'a entre guillemets pas le choix, enfin vous êtes d'accord, mais bon, c'est ça où il perd sa chaîne. Ouais, mais donc il perd sa chaîne. Pas du tout d'accord avec ça. C'est que quand on a des convictions, une ligne éditoriale, qu'elle plaise ou qu'elle plaise pas, on la tient et on l'assume. Parce que c'est pas parce que vous allez vous excuser, faire le dos rond vis-à-vis du système, que le système va vous écouter. Non, il va en profiter pour vous battre encore plus en disant, vous voyez, même eux le reconnaissent.
il y a un principe dans la vie, en entreprise, et particulièrement dans le monde des médias, c'est qu'il faut toujours être fort et toujours être droit dans ses bottes. Parce que dès que vous faites montre d'un peu de faiblesse ou de doute, c'est là que le système va vous taper dessus. Et les premiers à vous taper dessus, ce seront les journalistes, qui eux-mêmes sont dans l'autocensure, parce qu'on parle souvent du pouvoir, des pouvoirs et des actionnaires, mais c'est évidemment à peu près autant partagé avec les journalistes qui sont tout contents de toucher l'épaule, on va dire, de tel ou tel ministre ou de lui serrer la main. C'est ça la réalité. Donc restons concentrés, sans excès, sans plastronner, mais ne courbons pas l'échine jamais, parce qu'on y perdrait et nos fréquences et notre âme. Voilà ce que je veux dire. Ouais, c'est ça. Bolloré fait ce qu'il veut. Moi, j'ai pas d'action chez Bolloré. Je m'en moque. Mais nous, en tout cas, quand je dirigeais des radios, etc., j'ai pu les maintenir en haut parce que je me battais contre l'Arcom, contre le gouvernement, contre mes collègues, contre les syndicats qui voulaient notre mort, contre les institutions judiciaires qui voulaient nous piquer les fréquences. Et si j'avais courbé les chines, la radio n'existerait plus aujourd'hui. C'est ça l'enseignement. Il n'y en a qu'un jusqu'au fond du puits, jusqu'à la dernière seconde. Et ça, Macron l'a compris. Je gouvernerai jusqu'au dernier quart d'heure. Ça, au moins, on ne peut pas lui retirer. C'est ce qu'il a en commun avec Trump aussi. Fight, 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 always fight. En fait, ça fait penser à la célèbre phrase de Churchill, vous n'avez pas voulu la guerre. Attendez, je ne refais plus. Enfin, en tout cas, là, ça fait, vous avez voulu les fréquences, vous n'avez pas voulu sauver votre âme, eh bien, vous avez perdu votre âme et vous avez perdu les fréquences, finalement. Le déshonneur en prime. Oui, voilà, et le déshonneur, c'est ça ce que je cherchais. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois, Alexis Poulain, Nicolas Vidal, Didier Merci. Maisto.